Michel Foucault disait: «Les commencements sont obscurs». Est-ce que ce fut le cas pour toi et comment tu es devenu philosophe et comment tu t'es orienté dans cette discipline? Alors c'est une question évidemment à laquelle il est difficile de répondre parce qu'il faut faire la part entre ce qui relève des hasards biographiques et puis ce qui ensuite se transforme plus ou moins en choix ou en destin. Le mot est un peu grand peut-être, mais alors ce dont je me souviens, c'est qu'à 16 ans, donc lorsque je n'avais pas encore étudié de la philosophie, en première, j'ai un ami de ma famille qui m'a offert un livre un peu inattendu pour un démarrage en philosophie, puisque c'était La symbolique du mal de Paul Ricoeur. Ce n'était pas La nausée de Sartre, ce n'était pas Camus. Bon. À cette époque-là, d'ailleurs, je lisais relativement peu, en tout cas pas du tout de philosophie et même assez peu de littérature. Et pour une raison que je ne peux analyser qu'a posteriori, j'ai été assez soulevé par ce texte, emmené dans des lieux que je n'imaginais pas. Je ne dis pas d'ailleurs que j'en ai compris le principe. Alors il faut peut-être dire que La symbolique du mal, c'est un livre très singulier, puisque c'est un livre de philosophie de Paul Ricoeur sur la question du mal, mais qui traverse des champs symboliques nombreux. On peut commencer d'ailleurs par l'aspect religieux, qui fait une interprétation des symboles du mal, y compris biblique. Et donc je crois que le premier rapport que j'ai eu à la philosophie, c'était un rapport qui en même temps était plus généralement à la culture, dans ses dimensions, y compris religieuses ou anthropologiques. Donc, ce dont j'ai le souvenir très précis, c'est du caractère un peu bouleversant de cette lecture, y compris dans ce que je n'y ai pas saisi immédiatement, c'est-à-dire simplement découvrir qu'il y avait de la complexité, du langage, des types de discours qui n'étaient pas ceux que je pratiquais ou que je pouvais déjà étudier un peu scolairement. Et je ne dirais pas du tout que j'ai eu une sorte de révélation, qu'à partir de ce moment-là, il était clair que je ferais de la philosophie, mais disons qu'en tout cas, il était clair pour moi, à partir de ce moment-là, que je travaillerais dans le champ de ce qu'on appelle les sciences humaines, où bon, il y a une hésitation d'ailleurs qui m'a poursuivi un certain temps entre l'histoire et la philosophie. Dans l'enfance, avant l'adolescence, parce que ça, si je comprends bien, c'est pendant l'adolescence, est-ce qu'il y a eu, des films, des images, des lectures, des rencontres, autres que, Paul Ricoeur, qui ont pu favoriser, disons, l'orientation littéraire? Alors, en sens, pas tellement, parce que j'ai eu une enfance, non pas de mauvais élèves, mais enfin, disons, d'élèves moyens. Je viens d'Alsace, d'une ville, Mulhouse, qui est une ville un peu industrielle en déshérence. Donc, je n'ai pas évolué dans un milieu scolaire, je veux dire, extrêmement intellectuel. Pas du tout non plus, je ne viens pas d'un milieu prolétaire, hein, classe moyenne, fils de prof. Mais enfin, disons que le milieu qui m'entourait était plutôt un milieu de personnes qui n'étaient pas dans une culture littéraire, en tous les cas, hein, souvent plutôt scientifique. Donc la lecture de Ricoeur est d'autant plus étonnante pour moi qu'elle n'est précédée par pas grand-chose, disons, en matière de réflexion de type philosophique. Alors évidemment, j'ai une adolescence ou une enfance comme tout le monde, donc je ne dirais pas que je n'ai pas de surmoi ou d'inconscient, mais les inquiétudes enfantines ou les angoisses adolescentes, je ne les ai pas thématisées, si je puis dire, d'une manière pré-philosophique. Voilà, je les ai vécues, comme tout le monde. Euh, alors, ce qu'il y a peut-être, c'est que du côté, au moins, comme je suis alsacien, ça vient d'une culture qui est quand même très marquée par le christianisme, catholicisme d'ailleurs. Et même si mes parents sont totalement athées, mes grands-parents, en revanche, eux, étaient campagnards alsaciens, des paysans alsaciens, donc très marqués par la religion catholique, enfin, et puis investis en elle, je dirais, y compris en réaction d'ailleurs par rapport au caractère un peu sécularisé de la vie de mes parents, qui ont divorcé, bon voilà, ce qui était déjà une première dans la famille. Et donc
si je peux faire une biographie un peu affective, je dirais que j'étais partagé entre la vie à la ville, celle avec mes parents, qui était une vie, bon, encore une fois, d'élève un peu dissipé, pas très, au départ, pas très scolaire, et puis, étrangement, à la campagne, quand j'allais voir mes grands-parents, pour lesquels j'avais beaucoup d'affection, quelque chose qui m'apparaissait déjà un petit peu étrange, mais enfin une vie menée selon la foi, et qui, même si je ne l'ai pas pour ma part épousée, m'a quand même, peut-être ça a préparé un petit peu la lecture de Ricoeur, de me dire qu'après tout, sous les questions de Dieu, du mal, du péché, il n'y avait pas simplement que des archaïsmes. Vous aviez 16 ans, donc lorsque vous lisez Ricoeur, vous êtes passé à Henri IV, mais est-ce que durant la classe terminale, est-ce qu'il y a eu un détonateur? Est-ce que vous avez eu une ou un bon professeur à ce moment-là? J'ai eu un bon professeur, en tout cas un professeur qui manifestait à l'égard de la philosophie un rapport très, très existentiel, un petit peu authentique, au moins au sens où il n'était pas purement scolaire. Et de ce point de vue, je dirais que c'était un apprentissage quand même, là je parle de la terminale, un apprentissage d'une certaine liberté de pensée et d'un usage relativement libre des auteurs. De ce point de vue-là, j'ai gardé certainement l'idée que l'histoire de la philosophie uniquement doctrinale n'était peut-être pas la chose qui m'intéressait le plus. Je dois dire quand même qu'au niveau de ma formation, alors pour le coup en philosophie, c'est en Cagne que ça s'est joué beaucoup plus, parce que là j'hésitais encore entre l'histoire et la philosophie. J'ai cessé d'hésiter parce que j'ai eu un très grand professeur qui, pour le coup, avait une pédagogie assez classique, mais qui m'a beaucoup accompagné, qui m'accompagne toujours, parce qu'un bon prof, c'est fondamentalement quelqu'un qui vous fait gagner du temps, c'est-à-dire quelqu'un qui vous donne, disons, en philosophie du moins, qui vous donne des problématiques philosophiques, une vision un peu synthétique et suffisamment étayée pour qu'ensuite on puisse un petit peu s'orienter dans ce dédale qu'est l'histoire de la philosophie occidentale. En Cagne, à Henri IV. Alors, quel était ce professeur? Je n'étais plus en Cagne, j'étais en Hippocagne et Henri IV, mais comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pas eu un rapport extrêmement facile avec, disons, une certaine forme de système très acculturé, très intellectuel, donc j'ai décidé de rejoindre ma province natale en Cagne. Donc ce professeur s'appelle Jean-Pierre Fussler, il est traducteur de Kant en particulier, puis c'était vraiment, alors le professeur c'est le professeur de Cagne, il est à la retraite maintenant, mais c'est le professeur de Cagne, je dirais par différence avec le professeur d'université, c'est-à-dire quelqu'un qui n'écrit pas au sens strict du terme, mais qui se consacre à problématiser, c'est-à-dire véritablement à étudier les auteurs, non pas du point de vue de leur doctrine comme telle, mais de ce qu'ils nous permettent de penser aujourd'hui. C'est vraiment ça a été pour moi une figure de ce qu'il y a quand même de plus estimable dans le système français de classe préparatoire, je dirais, c'est-à-dire encore cette manière d'aborder la philosophie comme une mise en problématique des questions, des thèmes, plutôt que de l'étudier d'un point de vue strictement historique, ce qui est plutôt la tendance universitaire. Donc après, vous intégrez Normale Supérieure, vous revenez à Paris? Alors à l'époque, c'était effectivement Fontenay-aux-Roses, donc Paris, et je reviens à Paris, effectivement, je m'installe à Paris de manière définitive, enfin, sauf quelques excursus berlinois, mais enfin, en tous les cas, je m'installe à Paris, et puis je fais, alors là, pour le coup, je crains de vous décevoir un peu, parce qu'il n'y a pas plus classique que mon parcours, bon, Normale Sup, l'agrégation, ADEA, une thèse, mais bon, toujours, l'école normale supérieure à cette époque-là, c'est un peu changé, ne réclamait pas beaucoup d'assiduité. Donc elle laissait à ses élèves beaucoup de temps libre, et en particulier la liberté de pouvoir organiser à peu près ses études comme on l'entendait, je veux dire par là, s'inscrire en maîtrise à l'époque, M1 on dirait aujourd'hui, comme on le voulait. Donc moi je me suis inscrit déjà avec Myriam Revaud-Dallon, qui a été ensuite ma directrice de thèse, et j'ai travaillé d'ailleurs sur le mal, enfin en master, ou
l'équivalent de master, sur la question du mal chez Ricoeur. Donc vous voyez que ça m'a quand même accompagné pendant tout un temps. Et c'est à partir de là que je me suis un peu orienté, je dirais, vers des questions qui m'animent toujours en termes, disons, de philosophie politique, mais peut-être abordées par des sujets un peu plus transversaux que l'État, la démocratie, la représentation, puisque c'est la question du mal politique qui m'a d'abord intéressé. Vous avez commencé à enseigner à quel âge et où? Alors j'ai enseigné après Normal Sup, donc je devais avoir 22 ans à peu près. À l'époque existait, je crois que ça existe toujours d'ailleurs, un système de monitorat, c'est-à-dire à l'université de Rouen, puisque c'était l'université où enseignait ma directrice de thèse. Et dans le cadre de la rédaction de cette thèse, j'ai enseigné 3 années à l'université de Rouen, et ensuite, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, j'ai roulé ma bosse, si je puis dire, dans plusieurs universités, en cherchant ou en attendant, si je puis dire, le Graal qui consiste à avoir un poste titulaire à l'université. Je suis passé aussi au lycée, mais de ce point de vue-là, mon expérience est très particulière. Je n'ai enseigné que 6 mois, et c'était dans des conditions excellentes, dans les lycées parisiens. Donc ça n'est pas, je ne peux pas dire que j'ai une expérience véritablement de l'enseignement secondaire. Et votre passion de l'enseignement, parce qu'apparemment vous l'avez toujours, vous aimez beaucoup faire Oui. cours. Comment vous l'expliquez justement au vu de cette préadolescence, disons, qui était un peu contraire, enfin en quelque sorte, à cette discipline, parce que c'est une discipline quand même, l'enseignement. Et il faut se préparer, il faut avoir le goût de la transmission, c'est une évidence, et il faut surtout être compris. Donc, comment ça s'est fait former dans votre tête? Alors c'est certainement un effet de rattrapage justement par rapport à cette adolescence. Alors mes parents ayant été les deux enseignants, bon, j'ai été mis dans le bain très tôt, hein, bon, mais bon, évidemment on n'a pas toujours envie de faire ou de refaire ce que ses parents ont fait, donc au départ je dirais que ça ne m'apparaissait pas comme absolument décisif. Je renverrai à ce que j'ai dit tout à l'heure de mon professeur de Cagne. D'une certaine manière, il a changé ma vie. Bon, en tout cas, il l'a orienté. Il lui a donné, intellectuellement du moins, une discipline que je n'avais pas avant. Donc moi, j'ai un rapport à l'enseignement extrêmement démodé. C'est-à-dire, effectivement, celui, vous avez cité le mot, hein, de la transmission. Alors ensuite, évidemment, autant que faire se peut, il faut que cette transmission soit adaptée au public auquel on s'adresse. Mais si j'aime faire cours, c'est pour la raison pour laquelle j'aime beaucoup moins faire de conférences, c'est-à-dire qu'il y a quand même un rythme, une manière de suivre d'une semaine sur l'autre ou d'un cours sur l'autre, une problématique, et au fond, non seulement d'essayer d'amener les étudiants vers un enrichissement intellectuel, mais de se laisser amener aussi d'une séance à l'autre sur des terrains qu'on n'imaginait pas emprunter quand on a choisi le thème ou l'auteur qu'on a choisi. Donc là, j'aime faire cours, j'aime surtout faire cours sur des thèmes et sur des concepts que sur des auteurs, parce que j'ai dû faire les deux, évidemment, mais je ne suis pas, encore une fois, un lecteur ligne à ligne de texte. Je serais plutôt, c'est un défaut à certains égards d'ailleurs, très pressé d'arriver au point qui m'intéresse, parfois en sautant quelques étapes, ce qu'il ne faut surtout pas faire lorsqu'on explique un texte. Mais il y a bien sûr des dimensions narcissisantes dans le plaisir d'enseigner, d'avoir la parole et d'essayer de la garder, je dirais. Mais au-delà de ça, il y a quand même bon, c'est ce que je dis est tout à fait basique, mais la philosophie est née dans la figure socratique d'une forme d'enseignement et surtout d'une vérification, ce qui après tout en philosophie n'est pas toujours évident, l'est de moins en moins, d'un certain effet de la philosophie, que l'on n'a pas quand on se contente d'écrire des livres ou de faire des conférences. Donc produire un effet ou essayer de produire un effet, pas toujours positif d'ailleurs, mais enfin en tout cas de produire un effet à travers un discours, c'est aussi une manière de se convaincre qu'on n'a pas tout à fait choisi une mauvaise voie. Mulhouse, Strasbourg, Paris ou Paris, Strasbourg, Berlin, de toutes ces villes, votre ville d'élection demeure Berlin.
Ma ville d'élection, c'est Berlin, ça c'est incontestable. La rencontre avec cette ville s'est d'ailleurs fait en 2 temps, un mode un peu déceptif et un mode enthousiaste. Déceptif parce que j'y suis allé pour la première fois en 1988. J'étais donc relativement jeune, j'avais 13 ans. Et à cette époque-là, j'étais, autant qu'on peut être quelque chose politiquement à cet âge-là, assez porté sur le communisme. Donc j'étais parti à Berlin-Est découvrir le paradis déjà déclinant, hein. C'était 1 an avant la chute du mur, mais enfin on n'imaginait pas. Et je dois dire que j'en suis revenu assez désenchanté, parce que Berlin-Est était une ville extrêmement triste, monotone, engoncée, je dirais, dans des formes autoritaires de vie qui n'avaient, si je puis dire, même plus le bénéfice de la croyance dans la transformation de la société. Et puis j'y suis retourné par hasard, beaucoup plus tard. Un peu trop tard d'ailleurs, parce que les années dorées de Berlin, et c'est celles qui ont suivi la chute du mur directement, enfin j'y suis retourné à peu près au début des années 2000. Alors d'abord pour des raisons professionnelles, puisque bon, j'ai beaucoup travaillé sur la philosophie allemande, donc c'était quand même en rapport à cela. Mais alors très vite, cette ville m'est apparue et m'apparaît toujours comme, en dépit de toutes les évolutions, comment dirais-je, une citadelle non pas imprenable, mais enfin en tout cas une citadelle de liberté dans une Europe, on aura l'occasion peut-être d'en parler, de plus en plus préoccupante du point de vue des libertés politiques. Et les libertés politiques justement au sens où je les entends, c'est-à-dire pas seulement la possibilité, disons, de faire valoir non seulement son opinion, mais sa forme de vie, je dirais, dans l'espace public, ce qui est déjà très présent à Berlin, qui évidemment pour des raisons historiques bien compréhensibles résiste plus que d'autres villes, y compris allemandes parfois, aux assauts d'une certaine forme de réaction. Mais alors aussi les libertés politiques consistant, fondamental à mon sens, démocratique je dirais, consistant à pouvoir faire paraître des formes de soi qui ne sont pas forcément identitaires. C'est une ville très vaste d'abord, moins peuplée que Paris mais beaucoup plus grande, ce qui donne le sentiment tout de même d'une certaine expérience de l'espace peut-être un peu moins confinée. C'est une ville pauvre aussi, capitale d'un pays riche, et par conséquent attirant aussi, ça c'était déjà une tradition de Berlin-Ouest, attirant tout ce qui en Allemagne ne relève pas, tous ceux qui ne sont pas immédiatement dans le mythe un peu productiviste qui fait l'essentiel de cette société du point de vue économique. Et donc, je dirais qu'à Berlin, il y a de la place, littéralement et symboliquement, de la place pour diverses formes de vie, et en particulier pour une qui m'intéresse, non seulement à titre biographique, mais aussi du point de vue de ce qu'elle révèle de nos corps démocratiques, si je puis dire, c'est-à-dire la vie nocturne. Voilà, c'est une ville que même quand je n'y suis pas, je suis heureux qu'elle existe, de savoir que c'est possible, que c'est encore possible de ne pas sacrifier le rêve égalitaire au fantasme identitaire, même si on sait bien qu'aujourd'hui, même l'Allemagne, et donc forcément à la marge, même Berlin, est prise dans le grand mouvement historique de repli identitaire que nous connaissons en Europe. Mais il me semble quand même que nous aurions beaucoup à gagner, à nous intéresser un peu. Berlin a une espèce de réputation tout à fait positive aujourd'hui du point de vue, disons, de la jeunesse européenne qui a envie de s'amuser. Bon, mais je prends pas ça moi avec dédain comme on le fait souvent, parce que après tout, l'expérience de la fête, l'expérience à condition qu'elle soit un tantinet égalitaire, qu'elle ne soit pas totalement limitée par des barrières sociales incarnées dans la figure du physionomiste, que j'ai personnellement en horreur, celui qui décide qui a le droit de rentrer, qui n'a pas le droit de rentrer. Bon, cette figure de la fête, Rousseau l'avait déjà dit, est indissociable de la démocratie, et par conséquent,
Je vais à Berlin parce que, en particulier, enfin quand je peux y aller, j'y vais, parce que c'est une ville qui met un peu en suspens les jugements sociaux, non pas les hiérarchies sociales qui existent là-bas aussi évidemment, mais les jugements sociaux au profit de ce qui demeure plus que de la tolérance, quoi, la reconnaissance active de ce que l'égalité n'est pas seulement un principe, mais aussi une forme d'existence.